bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer, si vous le voulez bien. Alors, on va porter sur le chapitre 4, c'est-à-dire sur les tableaux de répartition des charges indirectes. Alors, j'ai passé sur tableau blanc dans un premier temps. Pour qu'on arrive un peu à contextualiser les choses. Le chapitre 4, le 5 également, sont les chapitres sans doute les plus importants de cette première partie de cours. Les 3 chapitres précédents, c'était organiser un tout petit peu les choses, voir comment calculer les coûts, comment ceux-ci s'enchaînaient, regarder d'où viennent les éléments qui sont pris dans nos calculs, tenir compte des stocks. Et puis, depuis le début, on a quelque chose qui se faisait très discret, pour lequel je contournais l'obstacle, donc vous aussi forcément, ce sont les charges indirectes. Alors les charges indirectes, je me permets de vous faire un petit rappel, ce sont des charges dont on ne sait pas affecter le montant à un calcul de coût pour un produit, pour un service, sans mener une réflexion et sans mener également des calculs. La charge indirecte, si vous vous souvenez, c'est par exemple ce chef d'atelier qui supervise la fabrication de plusieurs produits différents. Et on ne sait pas quoi faire de ce salaire. Est-ce qu'on en met un certain pourcentage sur l'un, un autre pourcentage sur l'autre? Comment on a calculé ces pourcentages? Ces charges indirectes, jusque-là, j'avais donc bien contourné le problème en vous disant, eh bien voilà, quand on est en train de s'approvisionner, on a des charges d'approvisionnement. Allez, on aura 1 euro de charge d'approvisionnement par kilo de produit acheté. Et c'était la même chose si on était sur de la production, sur de la distribution. Le vrai problème, c'est d'où vient ce 1 euro ou ces montants que je vous donnais comme ça dans un énoncé. Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir comment c'est calculé? Les charges indirectes, si je me reporte bien quelques temps en arrière, je mettrai comme ça le mot avant, les charges indirectes, c'était entre 20 à 30% du total des charges. Alors c'était des montants certes qui étaient un peu conséquents, mais si on faisait quelques 2, 3, 4% d'erreur sur quelque chose qui représente 20% du total, c'est un peu ennuyeux, mais c'est quand même pas quelque chose de dramatique. Aujourd'hui, eh bien, on est sur une inversion complètement de ce qu'on appelle la pyramide des coûts. Aujourd'hui, le total des coûts, eh bien, c'est à peu près 60 à 80% du total des charges. C'est variable d'un secteur d'activité à un autre. Mais avec la multiplication des produits, la complexité, l'automatisation, la grande approche du numérique, les charges indirectes sont partout et en très grande quantité. Prenons un exemple tout bête. Dans les prochains jours, allez faire un tour dans une agence bancaire, enfin, s'il y en a encore d'ouvertes. Passez la porte et regardez ce qui peut être considéré comme une charge directe ou une charge indirecte. Donc on imagine que vous avez rendez-vous. Vous rentrez dans le hall de votre agence bancaire. Le hall est commun à tous les clients. Que vous ayez un compte courant, un livret A, un compte titre, que vous soyez en train de venir négocier un emprunt immobilier, tout le monde passe par le hall. L'amortissement du hall de l'agence bancaire, charge indirecte. Une personne à l'accueil vient vous demander ce que vous souhaitez. Le salaire de cette personne,
les équipements qu'il utilise, charge indirecte. On vous propose de patienter quelques instants avant le rendez-vous. Vous asseyez dans une salle d'attente. Même chose. Tout ce qui est dans la salle d'attente, charge indirecte. Et puis enfin, vous avez le rendez-vous avec votre conseiller bancaire. Vous rentrez dans son bureau, et là, il commence à vous parler un peu de tout et de rien, de votre livret A, de votre compte courant, de votre emprunt immobilier, et vous propose peut-être une assurance voiture, un abonnement pour un téléphone portable. Et là, tout d'un coup, vous prenez aussi conscience que le salaire de votre conseiller, tout l'équipement qu'il utilise, c'est de la charge indirecte. Vous ne pouvez pas dire le salaire de ce conseiller, je peux le mettre uniquement sur le coût que représente la gestion des livrets A, ou des comptes courants, ou etc. Et ça va être pareil, hein, si vous quittez l'agence, que vous allez vous rapprocher du siège de la banque, c'est alors de plus en plus indirect, parce que le siège de la banque, c'est que de l'administration. Donc là, vous voyez, les charges indirectes, extrêmement présentes dans les services en grande quantité, présentes en très grande quantité également dans l'industrie, parce qu'on voit arriver des équipements qu'on dit polyvalents, multitâches, multiproduits, etc. Et donc là, quand vous êtes à 70, 80, voire même plus quelquefois, une erreur de quelques pourcentages dans la manière dont ces charges indirectes sont prises dans les calculs, et bien là, ça représente maintenant des erreurs de plus en plus importantes. Voilà, un peu pourquoi est-ce que ces charges indirectes, c'est quelque chose qui devient plutôt assez, pour nous, central, et sur lequel il va falloir s'en occuper. Et on ne peut plus le faire de manière simple. Maintenant, on met ce que j'aime bien appeler une sorte de garde-triage, savoir qui consomme quoi. Pour ceci, je vous ai mis un petit énoncé que l'on va pouvoir regarder maintenant. C'est mon petit exercice société télésiège, et non pas télécabine comme je l'avais mis sur Moodle. Donc l'énoncé ainsi qu'une feuille Excel où j'ai les tableaux, vous allez le trouver sur Moodle tout au sommet de l'espace du chapitre 4. Je vous ai mis les deux. Alors cet exemple que j'ai utilisé dans l'heure qui vient, eh bien, c'est un petit exemple. Alors j'ai détourné un peu les chiffres d'une entreprise qui fabrique réellement des remontées mécaniques, en simplifiant beaucoup les choses. Dans mon exemple, on a deux sortes de télécabines qui sont fabriquées, des télécabines 4 places, des télécabines 8 places. Et comme d'habitude, l'objectif, c'est de savoir quels peuvent être les coûts de production jusqu'aux bénéfices qu'on réalise sur chacun des deux modèles. Pour pouvoir obtenir ces deux modèles de télécabine, eh bien, on utilise des matières premières qui sont, alors là c'est très simplifié, des tubes métalliques qui permettent de fabriquer le châssis de la télécabine. Et puis on utilise également une résine qui permet de, comme ça, après moulage, donner cette forme ovoïde aux deux modèles. Et on a ainsi des matières premières, des consommations, vous retrouverez sur la deuxième page. Et puis le vrai problème va être les charges indirectes, donc il va falloir régler le problème, parce qu'on en a partout. Et c'est là qu'intervient alors ce tableau qu'on appelle le tableau de répartition des charges indirectes. Et ce tableau, alors là, c'est vraiment le cœur, c'est le moteur de ce contrôle gestion qu'on a en deuxième année. Donc ça, en gros, c'est ce qui va être pour nous très discriminant. Vous maîtrisez chapitre 4 et chapitre 5, les choses passeront plutôt bien, je pense, après, en termes de notation. Je pense notamment au test final. Soit vous n'avez pas complètement compris comment ça marche, et là, ça peut poser un vrai problème parce que tout le reste va en dépendre. Donc, on va essayer de regarder un peu comment ça se passe.
Ce tableau, c'est en fait une méthode qu'on appelle la méthode des centres d'analyse qui est cachée derrière. Méthode des centres d'analyse, on découpe l'entreprise en centres. Très souvent, la plupart du temps, ce découpage va suivre un peu les grands services existants dans l'entreprise. Vous voyez dans ce tableau, hein, on a par exemple un centre d'approvisionnement, c'est une fonction classique qu'on le rencontre, 2 ateliers, un qui va s'occuper de monter le châssis, le bâti des télécabines, l'atelier tube, un atelier moulage de la résine, puis ensuite un centre de distribution, un centre administration générale, et puis un centre qui gère le personnel et un autre qui gère le matériel. Ces centres d'analyse, eh bien, on a pour l'habitude de les distinguer 2 familles. On a la famille des centres principaux. Les centres principaux, ce sont les centres qui ont un contact direct avec le produit, en tout cas qui amènent quelque chose au produit. C'est là que vous retrouvez donc l'approvisionnement, les ateliers, etc. On a une autre famille qui s'appelle la famille des centres auxiliaires, c'est-à-dire des centres qui ne sont pas du tout au contact avec le produit, et ils n'amènent rien à celui-ci, mais par contre, ce sont des centres qui sont indispensables pour que les centres principaux puissent fonctionner de manière correcte. Typiquement, vous voyez, c'est par exemple le centre qui gère le personnel. Tous les centres principaux disposent de salariés, de personnel, et ce personnel, il va falloir le recruter, il va falloir le former, il va falloir simplement peut-être faire des fiches de salaire, des contrats de travail, etc., etc., des évaluations régulières. Ce centre de gestion du personnel est indispensable, mais concrètement, il n'amène rien à une télécabine. Petite distinction, parce qu'on peut être amené à le retrouver assez régulièrement. Quand je reviens sur les centres principaux, vous voyez, j'ai un centre qu'on appelle le centre administration. Le centre administration, c'est un centre qui est souvent principal, qu'on appelle un centre de structure. Parce que, on y reviendra, mais l'activité des centres principaux, ateliers, approvisionnement, etc., peut être mesurée par une unité qui est une unité physique. Je peux acheter des kilogrammes de matières premières, je peux des litres, des mètres. Dans les ateliers, je peux fabriquer des produits. Donc mesurer mon activité par le nombre de produits fabriqués. Distribution, je peux mesurer l'activité par le nombre de produits vendus. Par contre, un centre d'administration, là c'est beaucoup plus compliqué. Un centre d'administration ne fabrique concrètement rien, par contre, va coordonner l'ensemble de l'activité. Et donc, on appelle ça centre de structure. Très souvent, l'unité qui peut mesurer l'activité de ce genre de centre est une unité non physique. On parle d'unité monétaire, la plupart du temps. Là, vous le verrez dans plusieurs de mes exemples vidéo. Il me semble en parler plusieurs fois. On fait une distinction, mais qui est vraiment une distinction un peu arbitraire, en disant on est des entreprises, par exemple, qui sont des entreprises de négoce. Qu'est-ce qui fait qu'on a une administration de l'entreprise qui demande un certain nombre de ressources? Simplement parce que le rôle de notre direction, c'est de générer du business. Une entreprise de négoce doit trouver des marchandises auprès de fournisseurs et permettre la revente de ces marchandises auprès de clients. Donc, notre direction générale doit être constamment en train de se déplacer, rencontrer d'autres entreprises, fournisseurs, entreprises clientes, faire du business, etc. Peut-être que là, une bonne unité pour mesurer l'activité, c'est le niveau de chiffre d'affaires atteint. Mais je fais très attention, je vous dis peut-être. D'une autre manière, des entreprises industrielles, par exemple, qui fabriquent, eh bien là, le rôle de la direction
et peut-être plus, en tout cas majoritairement, un rôle de coordination de la production. Ça peut aller simplement déjà du choix des investissements industriels, les équipements, les usines, etc., jusqu'à le fonctionnement de celles-ci et la bonne coordination de ce qui s'y passe. Et on dira alors peut-être que ce qui permettrait de comprendre un peu le niveau d'activité d'une direction générale industrielle, c'est peut-être, là aussi monétaire, ça peut être le coût de production de ce qui est fabriqué et vendu. Voilà. Mais ça, c'est très arbitraire, hein. Chacun va quand même un tout petit peu le faire à sa mode. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très clair pour l'instant là-dessus. N'hésitez pas à me demander hein, si vous voulez qu'on y revienne à un bon ou un autre. Ce tableau, donc une fois qu'on a vu les centres auxiliaires, là, on va avoir 3 étapes. Je reprends un peu aussi mes vidéos de cours. La première étape, c'est ce qu'on appelle la répartition primaire. On a des charges indirectes qui sont repérées. Vous le voyez ici dans mon tableau, hein, j'ai des montants qui concernent des services extérieurs, du personnel, des charges financières, etc. La répartition primaire va consister à déverser sur l'ensemble des centres, auxiliaires ou principaux, ces charges indirectes. En disant, on a une clé de répartition, c'est-à-dire que l'on a connaissance de la manière dont sont consommées les charges au niveau de chaque centre. Soit parce qu'on a fait une enquête, on a des statistiques anciennes, on a peut-être interviewé des responsables de service. Bref, on a les pourcentages que vous voyez apparaître ici. Ainsi, par exemple, vous voyez que le personnel, nos 100 000 € de personnel indirect, 5% de ces destinations du centre gestion des personnels, 2% pour la gestion des matériels, etc. Ça, c'est notre première étape. Deuxième étape, on passe à ce qu'on appelle la répartition secondaire. Répartition secondaire, oui, parce qu'on est embêté, les centres auxiliaires se retrouvent avec des charges indirectes. Et je vous rappelle qu'une charge, quelle qu'elle soit, doit être affectée à un produit pour que derrière, le chiffre d'affaires qu'on réalise permette de couvrir ces charges. Donc, la deuxième clé de répartition, c'est de regarder comment ces centres auxiliaires fournissent leurs prestations aux centres principaux. Là, vous voyez, par exemple, le centre gestion des personnels a fourni 10% de ses prestations pour le centre gestion des matériels, 10% pour l'approvisionnement, 30% pour l'atelier cube, etc. Ça veut dire en fait que, plus classiquement, l'activité de ce centre gestion des personnels a permis de dire le montant des charges va être réparti en fonction de ce pourcentage d'activité. Même chose pour la gestion des matériels. Une fois que ceci est fait, on aura ainsi complètement vidé de leurs charges indirectes les 2 centres auxiliaires. On ne s'en occupera plus à partir de maintenant. La préoccupation est alors de s'occuper des centres principaux. Et pour chaque centre principal, on a une unité d'œuvre qui est déterminée. Unité d'œuvre, c'est-à-dire une unité qui permet de comprendre ce qui fait que l'on consomme des charges dans un atelier ou dans un service d'approvisionnement. Si je prends l'approvisionnement, justement, vous serez sans doute d'accord avec moi que plus j'achète, par exemple, de matières premières, plus je vais avoir besoin de personnel, d'équipements, de locaux pour pouvoir le faire. En fait, plus je vais acheter en grande quantité de la matière première, plus la charge d'approvisionnement indirecte va augmenter. C'est ces fameuses unités d'œuvre qui seront utilisées. Même chose pour les autres centres.
Et le but, c'est que une fois qu'on a déterminé le mieux possible la nature de l'unité d'œuvre, on va aller chercher combien est-ce qu'on a pu en utiliser durant la période qui nous intéresse pour savoir combien nous coûte une unité d'œuvre. Voilà le fonctionnement de ce tableau. Ça, dans le chapitre 4, on est sur, je dirais, le fonctionnement simple. Je suis d'accord avec vous, le simple, il faut le passer assez vite en termes de vocabulaire. Alors, on me demande si je peux réexpliquer la répartition secondaire. Je peux, et je sais que très souvent, il faut leur expliquer plusieurs fois. La répartition secondaire, son objectif, c'est de dire les centres auxiliaires se sont vus affecter des charges indirectes. On ne peut pas en rester là, parce que les centres auxiliaires qui ont ces charges, eh bien, il va falloir transférer leurs charges dans les centres principaux. Simplement parce qu'une charge, eh bien, elle a besoin d'être couverte par un chiffre d'affaires. Et seuls les produits peuvent être vendus pour générer du chiffre d'affaires. Il va donc falloir intégrer dans les différents coûts de production, mais surtout de revient, toutes les charges afin de pouvoir les couvrir avec nos ventes. C'est pour ça qu'on va transférer les charges indirectes des centres auxiliaires dans ces centres principaux. Et ça va se faire avec une deuxième clé de répartition. Obtenue de la même manière que la précédente, on ira voir les responsables des centres auxiliaires, leur demandant qui sont leurs centres clients, c'est-à-dire qui consomment leurs prestations, et à partir de là, on appliquera les pourcentages sur les montants de charges indirectes de nos différents centres. Alors, là, on est vraiment sur le côté le plus peut-être compliqué dans le premier abord, c'est ce tableau de répartition. Je vous propose, si déjà dans ces premiers éléments, on est à l'aise, enfin à l'aise, pas trop mal, de basculer sur l'exemple qui est le nôtre. Alors, il y a une question intéressante qui m'est posée, c'est il n'y a aucun pourcentage à retrouver. Eh bien, en fait, j'ai complètement inversé les choses. Quelque part, l'art du contrôle de gestion, c'est avant tout d'être capable de faire le découpage de l'entreprise en centre d'analyse. Ça veut dire avoir bien compris comment fonctionne l'entreprise. Vous vous rappelez peut-être notre fameux schéma de production. Et puis, derrière, aller récolter cette information. Parce que tous les pourcentages que je vous donne, en fait, c'est 90% du travail. Le contrôleur de gestion, il va devoir être capable de mettre en place ces fameuses clés. Faire en sorte qu'on vienne dire, eh bien voilà, le personnel du centre gestion des matériels, c'est 2% du total du personnel, des charges de personnel. L'atelier tube, c'est 30%. Et puis quand on est sur le niveau de la répartition secondaire, c'est encore plus compliqué. Là, il va falloir que chacun veuille bien nous en dire un peu plus. Et ça, généralement, c'est ce qu'on fait peu dans des cours de contrôle gestion, parce que ça, c'est beaucoup de terrain. Il y a aussi un peu d'expérience qui peut aider à le faire. Les calculs, en fait, est la partie facile et rassurante du contrôle de gestion. Mais les calculs, c'est 10-15%, faites vraiment du travail. Là, je vous renvoie un peu à ce que je vous disais dans le tout premier chapitre. Mais ça vient après, hein, pas de panique. C'est le côté le plus intéressant d'ailleurs, le côté relationnel et au contact des gens de l'entreprise. Voilà. Je quitte l'énoncé. Si vous pouvez l'avoir pas trop loin, ça serait pas mal. Et on va se lancer maintenant dans nos petits calculs. Alors, je vous avais mis ce tableau, plutôt cette feuille Excel, pour qu'on puisse ensemble travailler. Vous retrouvez ce que je vous présentais il y a quelques instants. On va commencer, si vous voulez bien, tout d'abord par
nos travaux de répartition primaire. C'est-à-dire répartir les charges indirectes qui ont été répertoriées, je vous les mets ici en surgras, et bien ces charges répertoriées, maintenant utiliser les pourcentages, la clé de répartition, pour pouvoir les distribuer sur nos différents types de centres. Alors le service extérieur a déjà été traité, on n'y reviendra pas. Mais par contre, vous voyez ici, je vais m'occuper dans un premier temps des charges de personnel. Charges de personnel pour le centre, gestion de personnel. Je vais prendre 5% du total, soit 5 000. Alors on me pose la question, est-ce qu'on aura des exercices qui consistent à faire des clés de répartition? Non, non, non. Je vous mettrai, enfin je vous l'ai déjà mis pour le chapitre 5, un exercice pour savoir si on a bien choisi par exemple des unités de mesure. Les clés de répartition, c'est éminemment plus complexe. C'est vraiment du travail pratique sur le terrain. Ça ne se fait pas tellement comme ça sur le papier. Et on me demande si les participants peuvent couper leur micro. Eh bien, écoutez, si vous pouvez effectivement couper votre micro, il y aura peut-être moins de retour. Je vous en remercie par avance. Je continue mes charges de personnel. Maintenant, gestion du matériel. Vous avez compris, 2% fois 100 000. J'en mets pour 2 000. Approvisionnement, même chose. 2% de 100 000. 2% de 100 000. Centre atelier, 30% de 100 000. Je pense que là, vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Donc moi, je vais me faire toute ma ligne. Vous allez rapidement comprendre pourquoi en 2 minutes. Et l'avantage aussi d'un tableur. La distribution, 26% de 100 000 également. Et puis, je vais en terminer avec l'administration, 10%, toujours de 100 000. Voilà, ici, vous voyez, j'ai pu m'occuper de ces charges de personnel. Le tableur, moi, me permet de dupliquer le calcul par le bas. Donc ça, je le fais, vous voyez, au kilomètre. Ma première ligne était la plus laborieuse. Et puis, je fais du ménage. Là où un 0 apparaît parce qu'il n'y a pas de charge affectée, je le fais disparaître. Et là, je le redis encore une fois, en contrôle de gestion, Excel est vraiment notre ami. On gagne beaucoup de temps. Vous le verrez dans certains exos. C'est vraiment l'outil de base. Voilà, je me suis occupé de ma première clé de répartition. Une fois que j'ai réparti, eh bien, je vais faire le total pour l'ensemble de mes centres. Donc, je prends ma colonne. Là, même principe, je fais une duplication vers la droite et j'enlève ce qui me sert à rien. Voilà ma répartition primaire. Donc, je peux dire qu'après répartition primaire, j'ai 28 000 de charges indirectes pour le centre gestion des personnels, 10 000 pour le centre gestion des matériels, 7 060 pour le centre approvisionnement, 222 200 pour l'atelier tube, 265 940 pour l'atelier moulage, 59 790 pour la distribution et enfin 105 725 pour le centre administration. Voilà. Est-ce que ça va pour vous, cette répartition primaire? Je pense que là, c'est sans doute le calcul le plus facile. Parfait. Ça me fait du bien quand vous me dites oui. Je sais que là, on est bon.
Maintenant, passons à l'autre répartition, la répartition secondaire. Répartition secondaire, voilà comment ça va se passer. Je vais m'occuper du centre gestion du personnel. Donc j'ai 28 000 total des charges indirectes de ce centre. Je vais utiliser alors en ligne la deuxième clé de répartition. Je dirais ainsi, le centre gestion des matériels reçoit 10% du total des prestations du centre gestion des personnels, donc va recevoir 10% du montant des charges de ce centre. L'approvisionnement, c'est la même chose. 10% de l'activité gestion des personnels est à destination du centre approvisionnement. Je mets alors 10% des charges indirectes. Je vous en fais un petit dernier, l'atelier tube. L'atelier tube a utilisé 30% de l'activité du centre gestion des personnels. Je mets donc 30% des charges indirectes. Voilà, puis le reste j'arrête parce que ça va vite être lassant. Donc je m'occupe du moulage et je m'occupe également de l'administration. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vais vous laisser maintenant 1 minute pour me faire le même, enfin 2 minutes disons, pour faire le même calcul pour le centre gestion des matériels. À vous de jouer. Que représentent les 28 000? Donc les 28 000 qui sont ici, c'est le total des charges indirectes qui nous ont été affectées pour le centre gestion des personnels. Alors, en fait, attention, il y a un petit piège. Et c'est un peu pour ça que je vous ai envoyé faire les calculs. Le total, en fait, du centre gestion des matériels n'est pas celui que vous croyez. Ce n'est pas les 10 000. Le total, c'est effectivement, pour une partie, les 10 000 issus de la répartition primaire, mais ce centre gestion des matériels a reçu des prestations de la part du centre gestion des personnels. On vient de mettre 2800. Le vrai montant à répartir est un montant de 12 800. 10 000 initialement calculés, plus 2 800 en provenance du centre gestion des personnels. Et maintenant, je peux effectivement faire ma répartition. Je vais mettre 10% du montant des charges indirectes du centre gestion des matériels dans le centre approvisionnement. Je vais mettre 40% du total des 12 800 dans le centre atelier tube. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise là. Je me suis trompé d'une ligne. Oublie l'approvisionnement et c'est pas 10%. C'était directement atelier tube. L'atelier moulage, 40% des 12 800. Et enfin, le dernier à utiliser des prestations du centre gestion des matériels, c'est le centre distribution à hauteur de 20%. J'ai donc ainsi 5120 mis dans l'atelier tube, même montant dans l'atelier montage, et les 2560 restants dans l'atelier de distribution.
Quand j'ai fait ceci, eh bien, l'habitude que j'aime bien prendre, c'est de bien griser le bas du tableau pour les centres auxiliaires. Je sais que là, j'ai complètement vidé ceux-ci de leur charge. Les centres auxiliaires, à partir de maintenant, je ne m'en occupe plus. Est-ce que là, on est toujours bon? Ok. Je vais pouvoir maintenant faire le calcul du total des charges indirectes pour les centres principaux. Pour ceci, je prends le total de la répartition primaire du centre et je rajoute tout ce qu'il va recevoir des centres auxiliaires. Pour le centre d'approvisionnement, 7060 plus 2800 plus 0. Je suis alors à 9860 de charges indirectes. Mon calcul, je vais le dupliquer aux autres centres. Ainsi, le centre atelier tube va recevoir 230 720 de charges indirectes, la somme des trois montants qui sont ici. L'atelier moulage, je prends les trois montants que j'additionne, est alors à 282 260. La distribution est à 62 350. Et enfin, le centre d'administration est à 108 075. Là, nous venons de terminer la deuxième étape du tableau de répartition. On va maintenant s'attaquer à la dernière étape, le calcul du coût de l'unité d'œuvre. Pour ceci, eh bien, tout d'abord, on a pu déterminer pour chaque centre ce qui semble expliquer son niveau de charge indirecte. Donc, on a ce qu'on appelle une unité d'œuvre ou unité d'activité. Par exemple, pour le centre d'approvisionnement, on va dire que ce qui fait apparaître des charges indirectes, c'est le fait qu'on achète 1 euro de matière première. Ça, maintenant, c'est quelque chose qui est assez classique pour vous. Pour l'atelier tube, on va dire ce qui va faire apparaître, ce qui explique les 235 000 euros de charges indirectes, eh bien, c'est qu'on a des machines. C'est un atelier très automatisé. On a, chaque fois qu'une machine fonctionne 1 heure, des charges indirectes qui apparaissent. Donc maintenant, il reste à savoir combien d'heures au total nos machines ont fonctionné. Le centre atelier moulage, c'est une activité qui est très manuelle. Ce qui va expliquer l'apparition des 282 000 euros de charges indirectes, c'est le fait qu'on a une main-d'œuvre qui travaille. On va dire que là, c'est 1 heure de main-d'œuvre directe qui permet d'expliquer l'apparition des charges. Pour le centre distribution, eh bien, dans l'énoncé, on vous explique que c'est 100 euros de chiffre d'affaires. En fait, c'est le fait de négocier avec les clients, de leur fournir les télécabines, qui explique pourquoi on a des montants de charges de 62 000 euros. On a besoin d'ingénieurs commerciaux, de technico-commerciaux. Et c'est vrai qu'on n'achète pas des cabines de téléphérique comme ça sur un coup de tête. Ça demande pas mal d'activités. Et puis enfin, le dernier centre, le centre administration. Là, on est sur une activité plutôt très industrielle. Eh bien, a été retenu le coût de production des produits vendus.
Ça, c'est très classique, on le rencontrera régulièrement. On va dire qu'effectivement, la direction d'une entreprise de ce type-là a un gros rôle dans tout ce qui est coordination de la fabrication, mais également un rôle derrière au niveau de ce qui est la vente. Donc le bon compromis, c'est de se dire, ce qui va nous expliquer le niveau des 108 000 euros de charges indirectes d'administration, c'est qu'on vend des produits, et donc derrière, on a la production de ces produits vendus qui sont à gérer. Voilà l'explication de ces unités. Elles sont très classiques, hein. Vous les retrouverez très régulièrement dans nos applications. Donc là, ce qui m'intéressait, je reviens sur le centre approvisionnement, ça va être de pouvoir savoir combien nous coûte à chaque fois en termes de charge d'approvisionnement 1 euro de matière achetée. Je vais donc faire le rapport entre le montant total des charges indirectes de ce centre et le nombre d'unités d'œuvre. Donc pour ceci, je vais les évaluer. On a deux matières premières achetées. On achète des tubes métalliques et on achète de la résine. Eh bien, là dans l'énoncé, vous trouverez que l'on a acheté 400 mètres de tubes métalliques à 120 € le mètre. On a acheté aussi de la résine durant cette même période. On a acheté 2600 litres de résine à 11 € le litre. Là, je vais un tout petit peu ma formule. Et le compromis, ça a été de dire c'est l'euro de matière, que ce soit des éléments métalliques, que ce soit des litres de résine ou autre chose. L'étalon monétaire est un étalon qui nous permet comme ça de tout uniformiser. On a ainsi pour 76 600 € de matières qui ont été achetées. Et ces 76 600 € d'achat expliquent les 9 860 € de charges d'approvisionnement. Et je pourrais dire alors que en divisant le montant des charges par le nombre d'unités d'œuvre, j'obtiens mon coût d'unité d'œuvre. Alors là, mais uniquement pour des raisons visuelles, hein, je réduis un tout petit peu le nombre de décimales. Par contre, dans mes calculs, je garde toutes les décimales. Parce que là, effectivement, quand je vais multiplier par des millions, par des milliers, pardon, ou par des dizaines de milliers d'euros, mes décimales lointaines vont jouer un rôle. Ce que je peux dire ici, et là, c'est un des points importants. Voilà, je remonte. Et c'est maintenant, effectivement, où l'interprétation du coût de l'unité d'œuvre, c'est quelque chose d'important. Je vais dire ainsi. Chaque fois que dans cette entreprise a été acheté 1 euro de matière première, quelle que soit la matière première, cela a demandé 0,129 € de charge d'approvisionnement indirecte. Je reprends, parce que ça, c'est très important pour la suite de notre cours, mais aussi de ces années suivantes. Chaque fois que dans cette entreprise, il y a eu pour 1 euro de matière première achetée, quelle que soit la nature de cette matière première, cela a demandé 0,129 € de charge d'approvisionnement indirect. Et maintenant, vous retrouvez ce qu'on a vu dans de nombreux énoncés. Quand je vous disais, quand l'entreprise achète pour tant d'euros de matières premières, on a tel montant de charges indirectes d'approvisionnement. Et au tout début, je vous disais simplement
des charges d'approvisionnement. C'est issu de ce type de calcul. Alors, très important, je vous disais ceci, parce que je peux l'utiliser de deux manières. Je peux l'utiliser ouais, et c'est tout à fait ça. On pose la question dans un QCM, on pose la question quelles sont les unités d'œuvre physiques. La réponse 100 euros de chiffre d'affaires n'est pas valable. Et bien, effectivement, 100 euros, c'est pas une unité physique. C'est une unité dite monétaire. Donc, si je vous pose la question, quelle est parmi une liste les unités d'œuvre monétaires, vous me direz 100 euros de chiffre d'affaires, 100 euros de coût de production, etc. Ou 100 euros de matière première achetée. Si je vous demande quelles sont les unités physiques, vous me direz le kilo, le litre, le nombre de produits, le nombre d'heures, etc. Là, c'est du physique. Voilà, différence physique monétaire. Mais important, surtout pour les tests quand même. Après, pour le reste, on s'en fait une raison. Alors, ce 0,129, deux usages. Je vais me mettre ici pour en parler. On a un usage que je peux dire historique. Si maintenant on calcule par exemple le coût d'achat d'une matière première, vous direz, ben voilà, j'ai par exemple acheté 100 euros de matière première, eh bien, je rajoute à ceci les 0,129 et quelques que vous avez vus. Et là, j'obtiens le coût d'achat historique, ce qu'on a fait dans tous nos calculs. Mais si vous avez bien fait votre travail et que vous avez vu ce tableau, il faut espérer que vous ne le faites pas toutes les 5 minutes, parce que c'est quand même pas hyper marrant à faire. Vous pouvez l'utiliser comme étant une norme, une prévision. C'est la deuxième dimension. Et là, on retrouvera pour beaucoup l'année prochaine. Si maintenant je sais que chaque fois qu'on achète 1 euro de matière première, j'ai 0,129 de charge d'approvisionnement, ben, vous voyez, je suis en contact avec un client et il me dit, ben voilà, j'aimerais vous commander tant de télécabines à livrer pour le mois de décembre, janvier, etc. Et moi, je dirais, ben voilà, ouais, effectivement, pour les télécabines qu'on me commande, il me faut par exemple commander 1000 euros de matière première à un fournisseur. Eh bien, le coût d'achat, je le trouve de manière prévisionnelle. Je sais que déjà, j'ai pour 1129 de matière première qui est nécessaire. Et je le ferai ainsi avec tous les autres ateliers, ce qui va me permettre de très vite pouvoir proposer un devis à mon client. Dire à mon client, ben voilà, je peux vous proposer, compte tenu de mon coût de revient, une télécabine à tant de milliers d'euros. Ça, c'est la dimension prévisionnelle. Presque plus utile hein, que l'approche historique des choses. Et c'est pour ça que, vous voyez, on parle après de pilotage. Je vais commencer à vous en parler. Là, je peux rentrer dans un domaine de pilotage. Je prévois ce que je vais consommer et après, je vais réellement calculer ce qui a été consommé. Et où est-ce qu'il y a une différence et comment je pourrais l'expliquer. Mais ça, on attendra l'année prochaine. Non, pas trop vite. On va faire la même chose maintenant avec les autres ateliers, autres centres. On va s'occuper de l'atelier des tubes. Les tubes, ce qui va nous expliquer l'apparition des charges indirectes, c'est l'heure de fonctionnement machine. Et les machines fabriquent dans cet atelier nos deux types de télécabines. On a tout d'abord la fabrication des bennes 4 places. C'est 32 bennes qui ont été fabriquées. Et une benne demande 1 heure de fonctionnement de machine. On fabrique également des bennes 8 places. 35 sont fabriquées. Et chacune de nos 35 bennes
demande 1 heure et demie de fonctionnement de nos machines. Résultat des courses, c'est au total 84,5 heures de fonctionnement de machines dans l'atelier Tube qui ont été nécessaires pour les fabrications de cette période. Eh bien, en prenant le montant des charges indirectes, en prenant nos 84,5 heures, je peux dire que l'on est à 2789,58 € par heure de fonctionnement de machine. Chaque fois qu'une machine fonctionne 1 heure, il y a presque 2790 € qui sont utilisés dans cet atelier. Et là, vous voyez que c'est sans doute un indicateur qu'on va suivre de près. Parce que chaque fois qu'on a un dépassement d'heures de fonctionnement en machine pour fabriquer nos bennes de téléphérique, ça nous coûte relativement cher, visiblement. Alors, si, il y en a qui pinaillent, là. Moi, je peux vous laisser toutes les décimales. C'est juste pour que ce soit joli dans mon tableau. Parce que ça vous va comme ça. Parce que moi, j'aime pas les tableaux où il y a vraiment beaucoup de chiffres. Ça ne veut pas dire que je ne garde pas derrière dans mes calculs, les montants. Vous voyez, si je fais... OK. Je vous mets le calcul. Hop là. Vous le voyez apparaître au sommet de mon tableur au besoin. Deuxième atelier, l'atelier moulage. C'est l'heure de main-d'œuvre qui explique maintenant l'apparition des charges dans cet atelier. C'est un atelier très manuel. Pas beaucoup de machines sont utilisables pour appliquer la résine, visiblement. Eh bien, on va regarder pour nos deux types de bennes le nombre total d'heures qui ont été nécessaires. Tout d'abord, toujours 32 bennes 4 places sont fabriquées. Et chaque benne de 4 places demande 5 heures de travail manuel. On retrouve nos bennes 8 places, toujours 35. Celle-ci demande en moyenne 5,8 heures de travail. Ce qui veut dire que dans cet atelier-là, sur cette période, on a pour 363 heures de travail qui ont été nécessaires. Et ces 363 heures de travail manuel sont à l'origine des 282 000 € de charges indirectes de l'atelier. Je peux alors calculer le coût d'une heure en faisant 282 000 divisé par 363 heures. Chaque fois qu'on a 1 heure de travail fait par un salarié, eh bien en fait, c'est un peu plus de 777 € de charges indirectes qui apparaissent. Si on utilise la main-d'œuvre dans le centre moulage, c'est bien la main-d'œuvre directe que j'ai ici. Et la main-d'œuvre, si vous la cherchez, c'est le tableau de la deuxième page qui vous donne consommation durant le mois. Tout à fait. On me posait la question, le 2689 signifie qu'une heure de fonctionnement de machine, eh bien, c'est effectivement 2789 € de charge indirecte. Parce que votre machine, enfin vos machines, déjà, il y a de l'amortissement, il y a de l'énergie, il y a sans doute des opérateurs qui sont dessus, on a vu, deviner les pourcentages. Ça fait très très vite des montants élevés. Donc le fait de faire fonctionner 1 heure vos machines, c'est 2789 € de coût indirect. Bon,
Le but un peu aussi, hein, moi, avec mes exos, c'est vous montrer à partir de chiffres réels ce que peut représenter aussi hein, le fonctionnement d'une entreprise. Et voir quels sont les chiffres que vous avez peut-être tout intérêt à suivre. Typiquement, l'atelier tube, vous le suivez de près parce que ça vous coûte très cher. Ensuite, correspond le tableau MED fabrication bâti. Alors, c'est le bâti fabriqué, c'est ce qui ressort une fois qu'on a assemblé les tubes. Donc, c'est au niveau de l'atelier tube. L'atelier tube est un atelier qui est très, très mécanisé, mais il y a néanmoins des salariés qui travaillent dans cet atelier. Mais il a été considéré, là on verra peut-être un peu plus tard hein, comment ça se passe aussi, mais il a été considéré que c'est avant tout les heures machines qui expliquent l'apparition de la charge indirecte. Et que les salariés, ben là, sont plutôt, entre guillemets, au service de la machine que l'inverse. Atelier très mécanisé, avec néanmoins un peu de main-d'œuvre autour. D'accord? Mais comme pour un atelier, vous êtes obligé de choisir qu'une seule unité, vous prenez a priori celle qui est la moins mauvaise. Geste bien la moins mauvaise. Il y en a des très mauvaises et il y en a des un peu moins mauvaises. Typiquement, atelier tube, c'est le problème. On a des machines et on a des salariés. Il faut choisir l'une ou l'autre. Enfin, la distribution, c'est 100 € de chiffre d'affaires qui explique l'apparition des 62 000 € de distribution. Eh bien, on va regarder quel est le montant que l'on réalise. On a ainsi vendu 34 bennes, 4 places. Chaque benne 4 places est vendue 10 500 €. On a aussi vendu 40 bennes, 8 places, qui elles sont vendues 13 500 €. Ça me donne le chiffre d'affaires du mois. Et comme mon unité, celle qui m'a été imposée, correspond à 100 € de chiffre d'affaires, je divise mon montant, je divise mon chiffre d'affaires par 100 pour être en accord avec mon unité. Ce qui vous fait 8 970 unités. Et pour obtenir le coût d'unité d'œuvre, je vais diviser les 62 000 de charges indirectes de distribution par ces 8 970. Voilà, ce qui me fait 6,951 €. À comprendre de la manière suivante. Chaque fois que l'on vend pour 100 € de télécabine, cela a demandé 6,95 € de charges de distribution, commercialisation. Comprenez qu'il y a certainement déjà des documents, des participations à des salons, des rendez-vous, donc des salariés, des commerciaux qui sont rémunérés. Oui, là, ces 4 montants-là. Je me mets, si vous voulez, sur la cellule, si vous voulez voir le calcul des 8 970. Les 4 coûts que je vous ai donnés ici, eh bien là, c'est quand même les primordiaux si j'avais un devis à monter. Vous me dites que vous me commandez 10 télécabines 4 places, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir chiffrer combien ça me revient de répondre à votre commande. Donc derrière, de voir si je garde mon prix ou si je le modifie légèrement. Et puis enfin, on a le dernier centre, le centre administration. Alors là, le centre administration, l'unité d'œuvre, c'est le coût de production des produits vendus. Là, je ne peux pas répondre pour l'instant. Cette dernière colonne, je ne peux pas la terminer parce qu'il va me falloir calculer mes coûts de production, c'est-à-dire utiliser ce qui a été déterminé avant afin d'obtenir le coût de production. Et une fois que j'ai le coût de production de ce qui a été vendu, je viendrai terminer mon tableau.
Donc ça, il faut se méfier, on ne peut pas trop avancer. C'est rare qu'on ait un tableau fini du premier coup. Est-ce que ce tableau, pour l'instant, ça va? Alors, on me pose la question, est-ce qu'un contrôleur de gestion a le droit de refuser une commande? Parce que la charge est importante. Le contrôleur de gestion va surtout en informer, et pour le coup ici, la direction, notamment la direction commerciale. On met en place de quoi pouvoir faire des calculs, et la direction commerciale bien, va faire une proposition au client. Vous voulez m'acheter des produits en plus? Super. Mais compte tenu de ceci ou cela, le prix va être de tel montant. Je vais augmenter mon prix, par exemple, pour que ça se passe mieux. La question qui se posera, mais ça c'est encore plus de raffinement de contrôle de gestion, c'est se poser la question de, vous voulez une commande supplémentaire? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de production pour pouvoir y répondre? Dit autrement, est-ce que les chiffres qui sont ici sont utilisables ou est-ce qu'il faut que j'achète de nouvelles machines parce que je suis déjà à 100% de ma capacité de fabrication? Alors là, c'est une très grande question qu'on me pose et c'est souvent très compliqué de répondre. On me pose la question, je ne comprends pas pourquoi le centre administration fait partie des centres principaux. Alors le centre d'administration, c'est le plus compliqué. Tous les autres, on n'a généralement pas trop de problèmes. Il faut dire c'est plutôt auxiliaire, c'est plutôt principal, etc. Centre d'administration, très souvent, moi je pose une première question, c'est à quoi sert une direction générale? Et très peu de gens sont capables de vous répondre à quoi sert la direction d'une entreprise. C'est pour ça que je vous disais déjà, après j'oriente sur est-ce qu'on est plutôt sur du négoce, est-ce qu'on est plutôt sur de la production? On le met dans les centres principaux pour la raison suivante, mais qui est très délicate et je dirais qui est pas complètement satisfaisante non plus, hein, qui est de dire, cette administration coordonne l'activité des 4 précédents, donc il n'est pas physiquement en contact avec le produit, mais participe à la bonne organisation de la production. Et surtout, vous voyez, quand ici je mets par exemple produit vendu, c'est qu'on sent que derrière l'administration, eh bien, est indispensable pour que la distribution se passe bien. Mais je suis d'accord avec vous, l'administration, je pourrais aussi prendre plutôt le contre-pied en disant, je le mets dans l'auxiliaire, finalement, il fournit des services. Donc, ça se joue généralement à pas grand-chose de le mettre dans une catégorie plutôt que dans une autre. Donc, j'avoue que je suis pas toujours très, très à l'aise. Moi, quand je monte ce genre de travail, j'écoute ce que me disent les gens et c'est presque plus eux qui vont me donner la justification qui va me le faire classer. Donc ça, ma réponse n'est pas très satisfaisante, mais je dirais là, on l'a mis ici, plutôt plutôt parce qu'il y a le mot produit vendu. Mais ça ne tient pas grand-chose. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, Elisa, à votre question. Les pourcentages pour calculer la répartition des charges dans les différents centres sont toujours les mêmes. Eh bien, mon cher Nicolas, on espère qu'on n'a pas à revenir à la calculer régulièrement. Mais ne vous faites pas d'illusions. Les entreprises sont constamment en train d'innover. On va changer des équipements, on va mécaniser, automatiser un atelier, par exemple. Donc, mes pourcentages vont être valables pendant 3 mois, 6 mois, mais dès que vous allez modifier quelque chose dans le fonctionnement de l'entreprise, que vous avez peut-être de nouveaux produits qui vont apparaître, et donc qui sont fabriqués un peu différemment des autres, ça vous remet complètement en cause nos fameux pourcentages. Donc oui, la Mathis, même réponse qu'à Elisa, je ne serais pas affirmatif en disant l'administration, c'est toujours un centre principal ou c'est toujours un centre auxiliaire. Dans l'exemple aujourd'hui, je vous le mets dans les centres principaux. L'avantage des exercices, c'est que je fournis toujours la trame du tableau, même si l'intérieur est vide de chiffres, où on voit où est le centre. Voilà.
Ça, c'est rassurant quand c'est un exo ou un examen. Dans la réalité, c'est nettement plus compliqué. Je crois que vous l'avez peut-être compris si vous avez écouté mes propos tout à l'heure. Maintenant, je vais avancer parce que mine de rien, le temps file. Le reste, eh bien, ça va être classique. Je vais maintenant aller calculer mes coûts. Donc, mes coûts, ça veut dire que dans un premier temps, eh bien, je vais avoir besoin du coût d'achat des tubes. Coût d'achat des tubes, eh bien, je vais partir d'achat et je vais rajouter les charges indirectes d'approvisionnement. Les tubes, prix d'achat fournisseur, 400 mètres de tubes achetés 120 €. Donc 48 000 € payés au fournisseur. La charge d'approvisionnement pour chaque euro acheté auprès de mon fournisseur, j'ai un peu plus de 0,129 € de charge indirecte. Donc, j'ai 6 178,59 et quelques euros sur cet achat qui est apparu. Donc, les tubes achetés durant la période ont un coût d'achat de 54 178 €. Voilà le coût d'achat de mes tubes. Ces tubes, bah forcément, il y avait des stocks initiaux. Stocks initiaux d'une valeur de 32 200 €. On en a fait rentrer pour 54 000. Voilà le coût d'achat. Et les coûts d'approvisionnement, excusez-moi, j'ai oublié de mettre ma flèche. J'avais une flèche quelque part que je vais utiliser. Voilà. Les coûts d'appro, ils viennent de là. Maintenant, mon tableau va m'alimenter tous mes calculs. J'avais pour 1 € de matière première presque 13 centimes de charge d'approvisionnement. Quand j'achète pour 48 000 € auprès de mon fournisseur, eh bien, j'ai 48 000 fois 0,13 centimes. Et oui, vous pouvez dire que ce tableau fait mal à la tête. Je suis d'accord. Là, il faut y revenir régulièrement et en faire pas mal pour acquérir un peu les mécanismes de base. Et là, il est encore simple, celui-ci. Voilà, pour obtenir mes 54 178, je prends les 48 000 payés au fournisseur, c'est un montant hors taxe, auquel je rajoute les charges d'approvisionnement. Et la charge d'approvisionnement, chaque euro acheté auprès d'un fournisseur voit apparaître 0,129 € de charge d'approvisionnement. Au total, j'ai donc pour un peu plus. Ah oui. Au total, j'ai donc pour une valeur de 86 000 et quelques euros de tubes. On garde nos bonnes vieilles habitudes. Coût moyen unitaire pondéré des tubes. Pour ceci, je prends la valeur totale des tubes, que je vais diviser par le nombre de tubes disponibles. On avait 280 mètres en stock, on vient d'en acheter 400. Le coût moyen d'achat de nos tubes est de 127 €, 0,3 et quelques.
Voilà pour les tubes. Je vous fais maintenant la même chose pour le calcul du coût d'achat de la résine. Donc, notre résine, 2600 litres achetés à 11 € hors taxe le litre. C'est donc 28 600 € payés au fournisseur. Pour obtenir la charge d'approvisionnement, toujours la même chose, 0,129 € de charge d'approvisionnement pour 1 € de matière achetée. Je prends donc mes 28 600 que je multiplie par 0,129, soit 3681 € de charge indirecte d'approvisionnement. Comme tout à l'heure, c'est en prenant dans le tableau de répartition que je calcule la charge d'approvisionnement de la résine et un coût d'achat de celle-ci, prix fournisseur plus charge indirecte d'approvisionnement. Et après, c'est les mêmes réflexes qu'on a eu par le passé pour les stocks et compagnie. De nouveau, du stock initial. Donc, on est parti pour un CUMP. Le stock initial de résine, 1200 litres à 10,20 coût d'achat du litre. On vient de faire rentrer pour 32 280 € coût d'achat de la résine. Donc, une valeur totale disponible d'un peu plus de 44 000 €. Coût moyen unitaire pondéré de cette petite affaire. Je prends les 44 000 et quelques € de résine disponible et je le divise par les quantités disponibles. Les 1200 qui étaient en stock, plus les 2600 achetés durant le mois. Ce qui nous fait un coût moyen unitaire pondéré à 11,76. Est-ce que ça va pour les CUMP? Alors, je vais terminer mes deux comptes de stock, puisque là, vous avez vu, je me suis occupé de ce qui était stock initiaux et entrées, et le CUMP. Maintenant, on va s'occuper des sorties. Puis le stock final, mais ce n'est pas le plus important pour nous. On va s'occuper tout d'abord des quantités, je vais mettre ici peut-être, des quantités qui ont été tout d'abord utilisées pour la fabrication. Pour les bennes 4 places, on utilise 5,1 mètres de tubes. On fabrique 32 bennes. Pour les bennes 8 places, on consomme 8,2 mètres de tubes et on fabrique 35 bennes. C'est donc 450 et quelques mètres de tubes qui ont été utilisés pour fabriquer les deux types de bennes. Ayant la quantité de tubes utilisés, je le multiplie par le coût d'achat moyen pour obtenir la valeur de ce qui est sorti de stock, c'est-à-dire 57 187 et quelques. Et pour la valeur de mon stock final, je vais faire simple. J'avais le total précédent, je retranche la valeur des sorties, ça va me donner mon stock final.
pour les puristes, hein, vous me faites la somme des deux. Et comme ça, on a les mêmes totaux. Mais c'est ce montant sorti qui, moi, est important pour la suite des aventures. Pour la résine, ça va être la même chose. Quelle est la quantité de résine consommée? Eh bien, pour les bennes 4 places, on utilise 29,5 litres de résine. Et 32 bennes sont fabriquées. Pour les bennes 8 places, on en fabrique 35 en utilisant 61 litres de résine. C'est donc 3079 litres de résine qui sont utilisés pour fabriquer les deux types de bennes. La valeur de ce qui sort est valorisée au coût moyen unitaire pondéré. C'est donc un peu plus de 36 000 € de résine qui sort de stock pour pouvoir fabriquer nos bennes. Et j'indique de nouveau le stock final. Je vous le dis, hein, c'est vraiment le plus important dans notre exercice, ainsi que les totaux. Voilà, les stocks, toujours la même chose. Maintenant, on va aller calculer le coût de production de chacune de nos familles de bennes. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est toujours indiquer le niveau de ma production. Donc là, sur mon tableau, bennes 4 places, je vais rappeler combien j'en fabrique. Les bennes 4 places, 32 étaient fabriquées. Les bennes 8 places, 35 sont fabriquées. Et mon tableau, je peux le présenter de deux manières différentes. Soit je suis pas à pas la manière dont le produit est fabriqué, soit je fais une séparation entre charges directes ou charges indirectes. Là, c'est un peu à votre convenance. Ce que je vais faire ici, eh bien, c'est la séparation directe-indirecte. Je commence par les bennes 4 places. Je vais faire apparaître la consommation. Je dirais, pour les bennes 4 places, au niveau des tubes, je consomme 5,10 m de tubes par benne. J'en fabrique 32. J'ai donc 163,20 €. J'ai donc 163,2 mètres de tubes qui sont utilisés. Un coût moyen d'achat de 127. Donc là, c'est mon CEUMP que vous retrouvez. On a donc consommé pour les bennes 12 places 20 730 € de tubes. Pour la résine, 29,5 litres par benne, 32 bennes, c'est 944 litres qui sont utilisés. Je leur donne la valeur à chacun de ces litres du coût moyen d'achat de la résine, 11,71. On a donc pour, je fais une bêtise, je donne la valeur du coût moyen, 11,71, et on a consommé donc pour 11 060 € de résine.
Ensuite, la main-d'œuvre directe. La main-d'œuvre directe, tout d'abord, du bâti, c'est-à-dire la main-d'œuvre directe utilisée dans l'atelier qui permet de cintrer les tubes. 3h10 de main-d'œuvre directe sont utilisées par cabine, 32 cabines, donc 99 heures. Les salariés coûtent 60 € de l'heure. C'est donc 5 952 € de main-d'œuvre de fabrication pour le bâti. Pour le moulage, 5 heures de main-d'œuvre par cabine, toujours 32, c'est 160 heures au total qui est nécessaire. Chaque heure de salarié coûte 65 €. C'est donc 10 400 € qui se rajoutent. Ici, maintenant, j'ai la totalité des charges directes pour nos 32 bennes fabriquées. On va passer aux charges indirectes. Ces charges indirectes, eh bien, elles vont pour nous provenir du tableau de répartition. Je dirais tout d'abord qu'il me faut le nombre d'unités d'œuvre nécessaires à l'obtention des bennes 4 places. Pour le centre atelier tube, fabriquer une benne, c'est 1 heure de fonctionnement de machine. Donc pour fabriquer 32 bennes, c'est 32 heures qui sont nécessaires. Et puis, j'irai prendre ce que l'on a trouvé dans notre tableau, c'est-à-dire les 2 789 € par heure de fonctionnement. Je les reporte. Pour fabriquer nos 32 bennes, on a pour un peu plus de 89 000 € de charges indirectes dans l'atelier tube. C'est de loin le montant le plus élevé. Et puis il y a enfin l'atelier moulage. Là, le travail est fait à la main, c'est l'unité d'œuvre du centre. Il faut 5 heures de main-d'œuvre directe pour mouler notre résine. 32 cabines. C'est de nouveau 160 heures qui sont nécessaires. Et là, c'est de nouveau le tableau de répartition qui va nous donner la valeur d'une heure. C'est les fameux 777 que l'on a rencontrés tout à l'heure, que je reporte. Voilà. Et maintenant, c'est 124 412 € que l'on retrouve. Et le coût de production, ça va être la somme de tout cela. Nos 32 bennes, eh bien, nous coûtent 261 000 € à la fabrication. 32 ont été fabriqués. Donc, chaque benne a coûté à la fabrication 8 181,93 €. Pour les bennes 8 places, c'est le même calcul. Je propose que je ne le refasse pas parce que c'est un peu longuet tout ça. Ce que je vais vous donner, c'est le résultat est 35 places. Le coût de production total pour 35 bennes 8 places est d'un peu plus de 387 000 €. Ce qui fait qu'à l'unité, on est cette fois-ci à 11 061 € pour le coût de production.
de nos deux modèles de bennes ont été calculés, nous allons pouvoir nous occuper des stocks respectifs de chacun de ces deux produits et ensuite enfin aller sur les coûts de revient et résultats. Commençons donc par tout d'abord les fiches de stock. Pour les bennes 4 places, nous avons un stock initial qui est le suivant. 10 bennes sont en stock au début du mois, qui ont un coût de production de 8 449,20 € pièce. C'est donc un peu plus de 84 000 € de stock initial. Nos entrées en stock correspondent au coût de production de notre fabrication, les 261 000 que l'on avait déjà tout à l'heure. On les reporte, ce qui nous assure une valeur totale d'un peu plus de 345 000 € de stock disponible. Maintenant, calculons le coût moyen unitaire pondéré de ces bennes 4 places. Je prends la valeur totale disponible, je le divise par l'ensemble des bennes disponibles, c'est-à-dire les 10 bennes qui sont en stock, auxquelles nous rajoutons les 32 bennes fabriquées durant le mois. Ce qui nous donne un coût moyen unitaire pondéré de production de 8 245 €. Les sorties de stock, eh bien, nous avons des ventes de 34 bennes, 4 places, auxquelles est donnée la valeur de 8 245, donc 280 000. Le stock final, ça sera la différence entre le total disponible et la valeur de nos sorties de stock. Et je reporte les totaux pour ce stock de bennes 4 places. Pour les bennes 8 places, le stock initial est composé de 7 bennes qui avaient un coût de production de 10 692,50 €. Nos entrées en stock correspondent à ce qui a été obtenu au niveau du coût de production de ces bennes 8 places, soit 387 000 €, et une valeur totale disponible d'un peu plus de 462 000 €. Calculons maintenant le coût moyen unitaire pondéré de ces bennes 8 places, en prenant la valeur totale disponible, 462 000. Il y avait 7 bennes en stock et une production de 35 bennes. Le coût de production moyen est alors de 11 000 € et 11 centimes. Pour donner la valeur de nos sorties de stock, chacune sort de stock à 11 000 € et nous avons une vente de 40 bennes 8 places, soit 440 000. Il reste alors en stock plus grand chose, puisqu'il reste 22 000 € en stock. On n'a plus que 2 bennes. Et le total est normalement inchangé par rapport à tout à l'heure. Alors, ce qui devient intéressant, c'est de voir que maintenant nous avons le coût de production de nos produits vendus. Je l'ai ici pour la benne 4 places, je l'ai ici pour la benne 8 places. C'est ces éléments-là que je peux maintenant faire remonter au niveau du tableau de répartition, ce que je fais dans quelques minutes. Voilà, je le remonte ici. Je vais chercher le coût de production de la benne 4 places. Je rajoute à celui-ci le coût de production des bennes 8 places vendues, ce qui nous fait un total ici de 720 000 et quelques. Et ceci étant fait, on va obtenir alors le coût d'unité d'œuvre
c'est-à-dire les 108 075 de charges indirectes d'administration, divisé par les 720 000 euros de coût de production des produits vendus. Ainsi, chaque fois que l'on a eu 1 euro de coût de production des produits vendus, cela a nécessité 15 centimes de charges d'administration. Notre tableau de répartition maintenant est terminé. On peut passer à l'ultime étape, coût de revient et résultat des deux types de bennes. Ceci n'est plus qu'une formalité, puisqu'on va partir maintenant du coût de production. Pour les bennes 4 places, on reprend la valeur des sorties, 280 349. Au niveau de la distribution, eh bien, il nous faut le chiffre d'affaires des bennes 4 places. Si vous vous souvenez, le nombre d'unités d'œuvre, c'est 100 euros de chiffre d'affaires. Donc, les bennes 4 places, il y en a eu 34 de vendus à 10 500 euros. Et je divise par 100 pour obtenir nos unités d'œuvre, soit 3 570. Le tableau de répartition va nous donner le coût d'unité d'œuvre, c'est-à-dire le montant des charges indirectes de distribution pour 100 euros de chiffre d'affaires réalisé, soit 6,951. Pour l'ensemble des bennes vendues, on est donc à un peu plus de 24 800 euros de distribution. Ceci pour nos 34 bennes 4 places. Au niveau de l'administration. Pour l'administration, c'est le coût de production des produits vendus qui va être la base du calcul. C'est le nombre d'unités d'œuvre. 280 000. Je reprends le coût de production. On a calculé juste avant qu'on en avait pour 15 centimes de charges indirectes d'administration pour 1 euro de coût de production des produits vendus. Ce qui fait qu'au niveau de l'administration, pour les bennes 4 places, on va avoir pour un peu plus de 42 000 euros de charges indirectes. Ceci étant fait, eh bien, on peut obtenir le coût de revient de nos bennes vendues, 347 000 euros, ce qui correspond à la vente donc de 34 bennes. Une benne a donc un coût de revient de 10 212 euros. Chaque benne est vendue 10 500 euros. 34 sont toujours vendus. Donc un chiffre d'affaires qui est de 357 000 euros. Ce qui nous donne un résultat, chiffre d'affaires moins coût de revient de la benne 4 places, à 9 774 euros. Et nous faisons un bénéfice pour une benne qui est de 287,50 euros. Maintenant, occupons-nous des bennes 8 places. Donc cette fois-ci, les bennes 8 places, c'est 40 bennes qui sont vendues. Le coût de production nous est donné dans le stock de bennes, 440 000 euros. Les charges de distribution, c'est toujours 100 euros de chiffre d'affaires. Donc 40 bennes ont été vendues, à un prix de vente de 13 500 euros, et le tout divisé par 100, ce qui nous fait 5 400 unités d'œuvre. Toujours 6,951 € pour 100 euros de chiffre d'affaires réalisé, donc des charges indirectes de distribution pour nos 40 bennes vendues de 37 535. Pour les charges indirectes d'administration, l'unité d'œuvre est toujours le coût de production des produits vendus. Pour les 8 places, toujours 440 000. Le coût de l'unité d'œuvre, toujours 15 centimes pour le centre d'administration, ce qui fait que l'on se retrouve avec 66 014 euros de charges indirectes d'administration pour nos 40 bennes vendues. Le coût de revient
est donc de 543 000 euros. C'est-à-dire que pour une benne, je divise ce montant par 40, ce qui nous fait 13 588 euros. Vous sentez que là, c'est mal parti, si on se rappelle bien que l'on vend 13 500 euros la benne. Le chiffre d'affaires total réalisé sur les bennes 8 places, 40 bennes à 13 500, est de 540 000 euros. Donc, un résultat qui se traduit par une perte de 3 553 euros. C'est-à-dire que chaque fois qu'une benne est vendue, c'est 88,84 euros de perte qui apparaît. On a donc deux produits, un produit bénéficiaire, la benne 4 places, 287 euros de bénéfice par benne, et une benne 8 places qui, elle, perd 88,84 euros chaque fois que l'une d'entre elles est vendue. Voilà, après, il faudra qu'on rentre sur un processus de comment améliorer la situation. Mais ça, c'est autre chose. Voilà pour cette première approche de ce tableau de répartition. Et vous voyez qu'on retrouve l'enchaînement habituel dans le calcul de coûts. Classiquement, première étape, on met en place le tableau de répartition. Tableau de répartition qui nous permet de calculer le coût d'achat de nos approvisionnements. Ce coût d'achat de nos approvisionnements nécessite très souvent de gérer des stocks, CUMP, FIFO, pourquoi pas. Stock, une fois réglé, on s'occupe du coût de production en intégrant non seulement les charges directes de production, mais les charges indirectes des différents centres de production. Une fois qu'on a le coût de production de nos produits, de nouveau passage par la gestion des stocks. Et ceci étant fait, dernière ligne droite, le coût de revient et le résultat. Pour ceci, on prend le coût de production des produits vendus, quitte à compléter notre tableau de répartition échéant, et se rajoute alors les charges indirectes d'administration, de distribution, et en fait, notre architecture est bien toujours la même. La nouveauté, c'est ce centre de triage qu'est le tableau de répartition des charges indirectes. Voilà.